Bonjour à tous. On va commencer parce que sinon on n'aura pas le temps pour les questions à la fin. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et cette session, on va parler de la mission Product Ops. Product Ops, c'est pour Product Operation. Et la mission de cette équipe, c'est comment construire la colonne vertébrale d'une organisation produit qui scale. Donc l'idée ici, c'est que je vous partage un peu ce qu'on a pu réaliser chez Payfit et comment on a construit cette équipe et comment elle travaille en étroite collaboration avec tout le département produit. Le département produit, chez nous, juste pour petite information, c'est aussi bien les product managers, les product designers que les ingénieurs développeurs. Petite intro pour que vous puissiez savoir qui parle devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie Gaumont, je suis ingénieure de formation. J'ai fait d'abord du conseil en stratégie. Ensuite, j'ai basculé côté chefferie de projet digital. J'ai aidé des grandes entreprises à digitaliser des process autour de la documentation. Et depuis janvier 2020, je suis Product Operation Manager chez Payfit et directrice depuis maintenant bientôt 1 an. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents chapitres qu'on a pu connaître en tant qu'équipe Product Operation chez Payfit, comment on est passé du pompier opérationnel à la task force opérationnelle, au pôle d'excellence opérationnelle qu'on est aujourd'hui. Premier chapitre de l'histoire Product Ops chez Payfit, c'est la phase de pompier opérationnel. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi une entreprise qui est dans une phase de scale importante décide d'investir dans des profils qui vont être dédiés à la structuration de l'operating system de l'organisation produit. Pourquoi faire? Pourquoi décider de dédier des personnes à construire la manière dont toute une organisation produit va fonctionner? Eh bien, dans une organisation produit qui grandit, on finit à un certain stade par avoir trop de stakeholders, trop de données, trop d'outils, trop de documents, trop de communication. Et c'est ce qu'a connu Payfit. On est passé d'un mode où les différents interlocuteurs et les différents acteurs de l'organisation produit pouvaient parler avec des clients facilement parce qu'ils les connaissaient, pouvaient traiter la donnée parce qu'il y avait quelques sources de données, avaient un outil centralisé un peu fourre-tout, mais qui marchait très bien, connaissaient très bien leur documentation et surtout avaient une communication très orale, très en one-on-one avec les différentes personnes. Et puis, rapidement, on grandit très vite, on accueille beaucoup de personnes et on ne connaît plus tous nos clients. Tous nos clients génèrent beaucoup plus de données qu'on ne sait plus traiter, qu'on ne sait plus où trouver, qu'on ne sait plus comment analyser. On a des outils qui apparaissent à droite, à gauche, selon les besoins de chacun. Pas de gouvernance, pas de bonnes pratiques. On ne sait plus comment les utiliser, chacun le fait un peu à sa manière. La documentation, pareil, ça pop un peu de tous les côtés, on ne sait pas comment la retrouver. Et la communication, on n'en parle pas. On ne sait même pas qui est plus en charge de quoi, qui est sur quel projet, qui il faut que je contacte, qui se charge de telle verticale sur le produit. Bref, on en arrive à un effet néfaste pour l'organisation, puisqu'on a un manque de focus, on ne sait plus sur quoi travailler, sur quoi se concentrer, on a une perte de vitesse, on n'arrive plus à délivrer avec la même vélocité, on est donc inefficace, et on a donc un manque d'impact. On apporte moins d'amélioration à la plateforme, moins vite, et avec moins de valeur pour les utilisateurs. Payfit, on a connu ça en 2019. Et donc, du coup, en 2019, il y a eu une réorganisation intégrale du département produit avec l'introduction de la notion de Triforce, donc que je mentionnais un peu plus tôt. Toute notre organisation est pensée avec chaque échelle, un product manager, un product designer, un engineering manager. Et dans cette réorganisation, il y a eu la volonté du leadership du département d'avoir un pôle Product Ops. Le pôle Product Ops, initialement, l'idée, c'était qu'il soit là pour absorber les problématiques opérationnelles qui se révélaient critiques et urgentes, qui empêchaient l'organisation d'avancer avec la même vélocité et en délivrant les mêmes impacts, mais qu'elle ne pouvait plus gérer elle-même. C'est-à-dire que les product managers, ils ne pouvaient plus gérer, aller chercher un outil de product management pour s'aligner sur les roadmaps.
les engineering managers, ils ne pouvaient plus mapper la donnée et la donner au product manager. Les designers, ils ne pouvaient pas diffuser la culture design dans l'entreprise par eux-mêmes. Et donc cette équipe-là allait venir absorber ces problèmes, catalyser les efforts, afin d'y apporter des solutions appropriées. Donc on a commencé à travailler sur des sujets comme aider le lancement de l'Italie, aider l'équipe qui allait construire l'Italie à trouver les points de contact dans l'organisation pour les aider. On a travaillé aussi au monitoring de la maintenance. Vous avez des équipes tech qui travaillent à 20% sur de la maintenance, il faut comprendre pourquoi, pour pouvoir le réduire. Et donc on en est arrivé à cette première version, ProductOps 1.0. Première version, on a un rôle, c'est absorber les problématiques opérationnelles, mais on est dans un mode de fonctionnement très pompier. C'est-à-dire, il y a un problème, on absorbe, on essaie d'y résoudre une solution. Donc on n'a pas de missions qui sont vraiment claires et définies. Nos projets sont vraiment dictés par les urgences de l'organisation. On n'a pas de méthodologie. Globalement, on improvise. Et les profils sont du coup principalement axés sur les soft skills. Ça va être des personnes très adaptables, qui sont de très bons communicants, qui arrivent à aligner différents types de stakeholders qui ont des besoins différents, qui sont très empathiques. Comme les besoins sont très différents de l'un à l'autre, il faut être capable de se projeter, de se mettre à la place des interlocuteurs, et des gens qui sont aussi très analytiques, qui sont capables, une fois d'avoir compris le problème, de structurer la réflexion pour construire une solution. Enfin, on est arrivé, au bout d'un an, à la fin de cette période de pompier opérationnel. On est devenu une task force opérationnelle, et je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce changement-là au bout d'un an. En effet, au bout d'un an, on n'est plus 3, on est 5. On a déjà délivré 25 projets qui a permis à 140 personnes d'être plus à l'aise dans leur travail et dans leur quotidien. Mais on fait le bilan. Parce qu'on s'occupe des problèmes des autres, mais nos problèmes à nous. Donc on prend le temps de se dire, OK, comment ça s'est passé cette année? C'est quoi nos pain points à nous en tant que ProductOps? Déjà, il y a un vrai besoin dans l'équipe de formaliser ce métier pour pouvoir se projeter. Qu'est-ce que j'apprends en étant ProductOps? Vers quoi ça peut me mener en termes de carrière? Ensuite, on a une absence de vision long terme sur nos missions et sur notre impact. Les projets, ils arrivent selon les urgences. Donc on a du mal à voir c'est quoi notre impact long terme, vers où on va, c'est quoi nos missions. Et enfin, on a un manque de traction et de soutien sur nos projets. C'est un peu l'effet pervers. Maintenant, on a une équipe dédiée pour supporter tous ces sujets-là. C'est à leur charge. Du coup, nous, on s'en occupe plus. Et donc, je décide à ce moment-là, en novembre-décembre de l'année dernière, de prendre un peu de recul et de réellement se poser la question, Product Operation, c'est quoi en fait? Parce que jusqu'à maintenant, on le fait, mais on improvise beaucoup. Du coup, je me lance dans une discovery, puisque oui, les ProductOps aussi font des discoveries. Et donc du coup, je commence d'abord par l'état de l'art dans la littérature. Je lis beaucoup, je regarde des vidéos, je fais des podcasts. Et là, je trouve le workshop de Product Labs. C'est l'organisation créée par Melissa Perry sur les bonnes pratiques autour du product management. Et il se trouve qu'ils font un workshop Product Labs sur le ProductOps. Le workshop en soi est plutôt tourné comment convaincre votre leadership produit d'avoir des ProductOps chez vous. Donc, pas très pertinent pour moi, mais les interactions que j'ai avec les autres personnes du workshop m'amènent à comprendre que j'ai des réflexions similaires. Donc on commence à pas mal échanger, je récupère pas mal d'informations sur certains qui sont plus avancés que moi. Je fais aussi des interviews externes, comment d'autres entreprises, en France, en Europe, aux États-Unis, gèrent les problématiques Product Operation, qu'ils aient une équipe ProductOps ou non, et des interviews internes. Parce que ProductOps, ça a été la volonté de l'interne de le créer chez nous, et on ne peut pas grandir sans comprendre les besoins de l'organisation dans laquelle on évolue. Petit résultat de la discovery, j'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas trop dense. Ça permet, cette discovery, de formaliser des choses qu'on sait déjà, notamment sur le rôle. On sait qu'on a un rôle de catalyseur et de facilitateur, mais la discovery permet de voir qu'on a réussi à construire quelque chose qui est finalement commun dans d'autres organisations. C'est globalement, ProductOps, un rôle qui travaille avec des équipes cross-fonctionnelles. Donc certes, pour le département produit, mais avec toutes les autres interactions, tous les autres départements qui ont une interaction avec le produit.
C'est un rôle qui va viser l'excellence, le focus, l'efficacité, la scalabilité. Et pour ça, on va beaucoup travailler sur l'amélioration des process, de la data, de la communication. Ensuite, cette discovery me permet aussi de formaliser un peu les idées autour du contexte. Donc, je vous en ai déjà parlé sur le premier chapitre 1, mais ça donne un petit peu plus de profondeur aux convictions qu'on a déjà. Généralement, les équipes commencent à investir sur une équipe Product Ops quand elles ont une gestion inefficace de la donnée, quand elles manquent de capacité d'analyse, quand elles ont des gouvernances problématiques autour des outils, quand elles se rendent compte qu'elles commencent à avoir des difficultés pour expérimenter, pour innover à l'échelle, à partir d'une certaine taille. Et quand elle veut construire et maintenir une culture produit, une culture d'excellence produit à l'échelle également. Et j'apprends aussi quelques infos clés, quelques infos que je n'avais pas avant la Discovery. C'est que chaque équipe Product Operations, elle est unique, parce qu'en fait, elle correspond à l'organisation produit auquel elle est rattachée. Donc il n'y a pas de modèle établi. On ne va pas avoir, OK, une équipe Product Operations, c'est tant de personnes en termes de ratio par rapport à tant de PM, etc. Parce que, en fait, ça dépend de la manière dont votre organisation produit est construite. Donc on va évoluer avec l'organisation produit. Le premier Product Ops, en général, dans les équipes, c'est soit un analyste si initialement, l'entreprise avait plutôt des problèmes autour de la gestion de la donnée, l'analyse de données, l'accès de la donnée, ou un process manager, si c'était plutôt des problématiques autour de l'alignement entre les départements, la visibilité sur l'avancement, les roadmaps, etc. C'est un pôle qui est un rôle qui est très jeune en Europe. Il y a peu d'entreprises qui font ce choix-là. Par contre, c'est beaucoup plus développé aux US, que ce soit dans les petites ou les grandes boîtes. Vous avez des Product Ops chez Facebook, Uber, et donc des plus petites boîtes de la Silicon Valley. Mais l'information importante qui sort de cette discovery, ce qui est commun à toutes les équipes Product Operations, c'est qu'on est là pour assurer l'alignement, garantir la construction de la colonne vertébrale de l'organisation produit. L'idée, c'est de construire une balance équilibrée entre alignement et autonomie, laisser chacune des équipes produits, les vertèbres, se construire et grandir, tout en étant rattachées à la tête, au leadership, pour être certain qu'on construit quelque chose de cohérent, qui va dans la même direction, et pour garantir qu'on va atteindre nos objectifs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les interactions et dans tout ce que je trouve. Et une autre idée, qui est assez commune pour tout le monde, c'est que les Product Operations, en fait, c'est les Product Managers de l'organisation. Ces utilisateurs, au Product Operations, ça va être les équipes produits, que ce soit uniquement les product managers, comme dans la majorité des équipes, ou que ce soit PM, designer, ingénieur. Et nos produits, ça va être les process, la donnée, la communication. Et la mission principale, c'est de garantir l'alignement au sein du produit pour réaliser la vision et les objectifs de l'entreprise. Du coup, chez Payfit, on décide du coup de prendre toutes ces informations-là et de créer notre rôle, nos missions et notre méthodologie en prenant toutes ces informations-là et en les combinant évidemment avec l'organisation produit qu'on a chez nous et nos valeurs. Ce qui nous amène à définir notre rôle, qui est toujours le même aujourd'hui, c'est d'orchestrer le département produit afin de maximiser pour chacun leur épanouissement, leur efficacité et leur impact. Pour ça, on définit 4 piliers de mission. Le premier, c'est le pilier stratégie. On va garantir que le département produit a le meilleur rayonnement interne ou externe. Et externe. On va beaucoup travailler sur des sujets autour de la communication. On va organiser les keynotes en interne. On va faire le lancement du blog des bonnes pratiques produits. On va beaucoup travailler aussi sur tout ce qui est l'alignement stratégique. On va définir les process de construction des OKR. On va définir les process de discussion autour des roadmaps. On va faire du programme management. Le deuxième pilier, c'est le pilier d'intelligence. On va garantir que le département produit a accès aux bonnes données pour prendre les meilleures décisions sur ses initiatives. Donc on va beaucoup travailler autour de la structuration de la donnée quanti et de la donnée quali. La donnée quanti, on va travailler sur la mise en place de systèmes de tagging sur différentes sources de données quanti pour qu'elles soient utilisables pour les équipes produits. Sur la partie qualitative, on va travailler avec les équipes Customer Service sur la collecte, la qualification et le traitement des feedbacks clients. Le troisième pilier, c'est le pilier d'enablement. On va garantir que le département produit puisse
délivrer ces initiatives dans les meilleures conditions. Donc là, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est process et outils. Mise en place et amélioration de process, comme la gestion des incidents, la gestion de la maintenance, tous les process d'alignement produits pour gérer les dépendances. Et on va travailler aussi sur la mise en place et la gouvernance des outils. La mise en place d'un outil de product management, la gestion de l'outil de DataVis, les bonnes pratiques en termes de gestion documentaire. Et enfin, le dernier pilier, c'est qu'on va garantir que le département produit délivre des initiatives à impact. Donc c'est le pilier d'excellence. On va beaucoup travailler sur la formalisation et la diffusion des bonnes pratiques en collaboration avec les équipes produits. Donc on va faire beaucoup de coaching, de training, on va créer des toolbox, on va créer des guides, on va faire des sessions de workshops, de partage de connaissances, et on va aussi mettre en place toutes les bonnes pratiques de qualité qui vont permettre aux équipes produits de délivrer un maximum de valeur à nos utilisateurs. Enfin, on va aussi formaliser à ce moment-là une méthodologie. La méthodologie, elle est un peu hybride entre de la gestion produit et de la gestion de projet. On va prendre un peu le meilleur des deux mondes qui nous correspond. Le premier, c'est qu'on va commencer chaque projet par un kick-off. Donc c'est vraiment de la gestion de projet, je pourrais dire, de base. On va mapper les stakeholders, définir les responsabilités, aligner tout le monde sur les objectifs, planifier le déroulé du projet. Planifier aussi tout le système de communication. Ensuite, on va rentrer dans une phase qui correspond beaucoup plus à de la gestion de produits. Ça va être beaucoup mener, comprendre le problème, certes organisationnel, mais comme un product manager. Donc on va faire un audit de l'existant, on va faire des interviews utilisateurs, on va faire du benchmark externe, on va faire des analyses quantitatives. Ensuite, on va rentrer dans une phase de définition qu'on prend beaucoup inspiré de tous les exercices que peuvent faire des product managers ou des product designers afin de définir la solution. Donc on va faire des workshops d'idéation, on va définir des personas, des customer journées, on va faire des user tests. Et ensuite, on va repasser dans un mode plutôt gestion de projet, où on va généralement, une fois une première solution établie, la tester avec un périmètre restreint d'utilisateurs afin de valider la solution. Donc c'est plus une notion de proof of concept qui vient plutôt de la méthodologie de gestion de projet. Et ensuite, on va être sur du déploiement progressif. Donc on va essayer de créer plusieurs boucles de feedback loop en déployant les différents projets sur l'organisation en plusieurs itérations. Et enfin, on va avoir la dernière phase qui correspond plutôt à de la gestion de produits avec la définition de success métriques et de KPI de suivi qui nous permettent de mesurer le succès de nos projets et de savoir si on doit déclencher de nouvelles itérations ou non. Un point important, c'est la gestion du changement. On n'en faisait pas beaucoup au départ et en fait, on a mis un gros accent là-dessus pour pouvoir mitiger tous les problèmes de traction qu'on pouvait avoir sur nos sujets. Et c'est pour ça qu'à chaque étape, on va inclure des membres du département produit pour travailler avec nous. Donc le kick-off, pour aligner tout le monde, on va faire de la communication régulière. Dans la discovery, on va faire des interviews avec différentes personnes qu'on va impliquer dès le départ. Les workshops, on les fait toujours avec des membres du terrain. On a des user tests à chaque fois. Et dans le déploiement, on va faire beaucoup de coaching, beaucoup de training, beaucoup d'accompagnement. Tout ça nous permet d'arriver en Q4 2020 à Product Ops 2.0. Donc on a un rôle bien établi. On a désormais une mission claire avec 4 milliers. On a une méthodologie formalisée. Mais on reste une task force, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va dans une direction, mais on a globalement des profils homogènes. On est 5, mais on a toujours plus ou moins les mêmes compétences et avec un fort accent sur les soft skills, qui sont les mêmes que je vous ai cités déjà précédemment. Enfin, plus récemment, on est entré dans un nouveau chapitre, qui est un peu le chapitre dans lequel on est aujourd'hui, qui est plutôt d'être un pôle d'excellence opérationnelle. En effet, pendant tout ce temps-là, pendant tous nos différents chapitres, l'organisation produit, elle a continué de grandir. Alors, heureusement pour nous, le Covid a mis un petit stop, ça nous a permis de souffler un petit peu, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et donc une organisation produit qui grandit, eh ben, elle a des besoins qui se multiplient et qui sont en plus de plus en plus précis et spécifiques.
Donc si je reviens un petit peu en arrière, je vais vous expliquer comment on en arrive au pôle d'excellence et comment on définit les différents profils d'une équipe Product Ops. Si je reviens au tout début, donc comme je vous ai dit, fin 2019, c'est les débuts de l'organisation, donc il y a une nouvelle organisation du département. On a des urgences opérationnelles, on décide de créer un pôle Product Ops qui va les absorber, mais on a une variété de problèmes et d'interlocuteurs qui sont très importantes. On n'a pas d'identification des manques long terme dans cette colonne vertébrale qu'on essaye de construire, donc on va avoir plutôt une équipe constituée de project managers, des gens qui sont très adaptables, qui vont être très empathiques pour comprendre les différents problèmes, qui vont adapter leur communication aux différents interlocuteurs, qui sont très analytiques, mais des gens très polyvalents. Ensuite, 6 mois plus tard, on avait réalisé une bonne partie de nos projets. Et là, on commence à se rendre compte des manques de l'organisation. Il y a des trous dans la raquette, dans l'organisation, qui sont ciblés et beaucoup plus profonds, et sur lesquels on ne peut pas répondre avec des project managers, parce qu'il faut des personnes qui ont des expertises, des références, qui peuvent accompagner sur ces sujets où il y a vraiment tout à faire. Et donc, du coup, on commence à avoir des profils experts dans l'équipe en début 2020. Ensuite, c'est là où commence un peu ce chapitre 3 du pôle d'excellence opérationnelle. Quand le scale reprend, tous les points faibles de l'organisation deviennent beaucoup plus criants. Donc, en effet, depuis le début de l'année, on a repris la croissance, aussi bien en interne, en accueillant des nouveaux players, qu'en externe. Nos clients se multiplient. Et les points faibles de l'organisation que jusqu'à maintenant on arrivait à patcher avec des project managers, ils deviennent beaucoup plus importants, beaucoup plus intensifiés. Et chez nous, c'était la gestion de la donnée. Donc on a eu des demandes répétées, intenses, poussées de la part des équipes produits autour de la data. Et il y avait un manque de bande passante et d'expertise au sein de mon équipe pour pouvoir y répondre. Donc on a décidé de créer des postes d'analystes. C'est des Product Ops analystes. C'est différent des Product Data analystes. Ils vont être plutôt dans l'accompagnement des équipes produits pour s'approprier les différents outils autour de la donnée, pour s'approprier les différentes sources de données, pour les accompagner dans la définition de leurs métriques. Mais ils ne vont pas faire d'analyse pour les équipes. C'est vraiment de l'enablement. Et enfin, petit dernier, c'est qu'en fait, avec le scale, on a une multiplication des équipes produits qui est rapide. Et on a une complexification des projets transverses. En fait, aujourd'hui, quand vous voulez toucher à quelque chose de core sur la plateforme, c'est plus du tout le même projet que c'était il y a 2 ans. Et on se rend compte que ces projets nécessitent quelqu'un de centralisé qui est capable de récupérer toutes les informations, de les rediffuser à l'ensemble de stakeholders, de lever les alertes et de coordonner les différents programmes. En effet, ces projets-là, maintenant, ça devient des programmes, puisqu'en fait, c'est un portfolio de projets qui ont des liens les uns entre les autres, mais que chaque équipe va devoir délivrer à une certaine échelle de temps pour parvenir à délivrer l'expérience finale. Et donc, on a de grosses difficultés à s'aligner sur ces sujets-là, et la multiplication des projets qui ont ces propriétés-là se fait sentir au sein de l'organisation, et c'est comme ça qu'on décide de créer un poste de programme manager. Donc aujourd'hui, chez Payfit, le pôle d'excellence opérationnelle Product Ops, il est composé de 4 profils. Vous avez des project managers qui sont très adaptables, très empathiques. C'est des profils très doueurs qui n'ont pas peur d'aller creuser même s'ils ne connaissent pas, d'aller tester des choses, mais qui sont aussi très pragmatiques, qui vont apporter des solutions. Vous avez des profils d'experts. Leur point fort, c'est principalement leur domaine d'expertise. Ils sont très pédagogues et ils veulent beaucoup accompagner les équipes. Donc, ils sont très volontaires dans le partage de connaissances, dans l'accompagnement. Vous avez aussi les analystes. Leur point fort, c'est qu'ils sont très analytiques. Ils sont aussi très curieux, ils aiment bien aller creuser dans la donnée, savoir pourquoi ça se comporte comme ça. Ils sont aussi très synthétiques. Ils sont capables d'apporter aux équipes une vision synthétisée d'un ensemble de données. Et ils sont très à l'écoute, parce qu'ils sont très dans l'accompagnement des équipes sur leurs douleurs au niveau de la data. Et le programme manager, c'est un profil qui va avoir une appétence business forte,
parce que sur des programmes, on va avoir des interlocuteurs qui sont le marketing, le go-to-market, les équipes CS parfois, et une appétence tech forte, parce qu'un programme, généralement, c'est un programme parce qu'il y a des dépendances techniques entre les équipes. C'est aussi un profil qui est très fort au niveau de la communication et qui est très organisé. Je vous ai mis des exemples de profils qui pourraient correspondre à chacun de ces profils-là. Donc, sur les project managers, c'est plutôt des anciens consultants en gestion du changement. Les experts, ça dépend de l'expertise cherchée. Sur les product ops analysts, on peut très bien avoir tout type de data analyst, voire mieux des product data analysts. Et sur les programme managers, c'est plutôt des consultants en organisation ou en IT. Et donc, on est aujourd'hui à Product Ops 3.0. Donc, on a un rôle bien établi, on a des missions bien établies aussi, une méthodologie qui est toujours en structuration. On ajoute pas mal de choses suivant la typologie de nouveaux projets qu'on a, mais au moins, on a une ligne directrice. Et aujourd'hui, on est un vrai pôle d'excellence, puisqu'on est 10, avec des profils différents et des expertises différentes. Pour le prochain chapitre, je ne sais pas. Ça fait 2 ans que j'y suis et je ne m'attendais pas à arriver jusque-là en 2 ans. Donc on apprend en faisant et surtout on évolue avec l'organisation produit. Donc on essaye de rester très agile et de beaucoup s'adapter à l'organisation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère qu'on a du temps pour les questions. A priori, oui. Du coup, merci pour la présentation. Je me demandais juste, avec tout ça, est-ce que vous avez dû redéfinir aussi le rôle du product manager? Pas nécessairement, non. Ce qu'a apporté Product Ops, c'est d'enlever une certaine charge qu'avaient les product managers et de leur permettre de vraiment travailler sur leur verticale et la partie de l'application qu'ils maîtrisent. Mais on n'a pas vraiment redéfini le rôle du product manager en soi. Merci. Bonjour. Du coup, il y a un point que je n'ai pas forcément bien compris. C'est l'interaction du coup de ce pôle d'excellence avec les autres équipes produits. J'ai pas compris. Ok, c'est un problème. En fait, on travaille avec toutes les équipes produits, donc on va récupérer de manière trimestrielle un peu leurs besoins via les directeurs. Nous, on fonctionne on va dire, sur un modèle tribe et squad. Donc à l'échelle d'une tribe, tu vas avoir une Triforce Director, un Product Director, un Design Director et un Engineering Director. Et donc, tous les trimestres, on va lister un peu tous leurs problèmes et tous leurs besoins qu'ils ont sur les process, les outils, la communication, la data, la connaissance, le learning, l'onboarding, tout ce qui permet à l'organisation de fonctionner. On fait la liste, on établit la liste, et ensuite on va la partager à l'ensemble des directeurs, et eux vont nous donner, ils vont évaluer sur une échelle de 1 à 3 quelle est l'importance pour leurs propres équipes. Ce qui nous permet à nous de prioriser les sujets. Généralement, on appelle ça le mercato. Au mercato, on a une 40aine de projets. On peut en faire à peu près la moitié. Donc c'est important de pouvoir prioriser. Et ça dépend des projets. Il y a des projets qu'on va... Il y a à peu près un tiers des projets où tu vas avoir un Product Ops qui va le gérer plus ou moins en autonomie et qui va juste faire intervenir des membres du produit, principalement dans les phases de discovery et de définition. Donc, il va faire les interviews utilisateurs pour comprendre un peu mieux le problème. Il va co-construire les solutions avec différentes personnes. Il y a un tiers des sujets qu'on va faire en binôme avec un membre du produit. Typiquement, si on va formaliser les bonnes pratiques du double diamant et surtout du premier diamant. Donc on va créer une toolbox avec des templates, avec des explications, quand est-ce que vous déroulez tel exercice, etc. Ça, on l'a fait en binôme avec un designer qui était sensible à ce sujet-là et qui travaille en collaboration très étroite avec un Product Ops. Et enfin, le dernier tiers des projets, on va le faire en binôme, mais on va le faire en binôme avec une autre équipe transverse de l'organisation. Donc quand on travaille sur
le voice of customer, donc comment on collecte et qu'on qualifie les feedbacks, on va travailler avec les CSOps. Quand on travaille sur le tracking des KPI dans Looker, on va travailler avec la data. Quand arrive 2022 et qu'on doit commencer à travailler sur le business plan de l'année prochaine, on va travailler avec la finance. Donc c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers, à peu près. Bonjour, merci. J'ai bien noté que chaque équipe Product Ops est unique, mais dans votre cas, comment est-ce que vous avez piloté la performance du Product Ops et quel KPI vous avez utilisé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vraiment la première réponse que j'ai, c'est vraiment le cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire que nous, on va embêter les équipes pour qu'elles définissent des métriques de succès sur l'ensemble des initiatives qui sont très précises et qu'on peut traquer, et où on ne se l'applique pas à nous-mêmes. Il y a déjà un point qui peut, on va dire, justifier cela, c'est qu'on travaille sur de l'humain. Donc en fait, nos principales métriques de succès, elles sont très qualitatives. Donc on va beaucoup passer par des sondages avant projet, des sondages après projet. On va beaucoup essayer d'évaluer la satisfaction des utilisateurs a posteriori. Si on va construire des trainings, on va demander de les évaluer à la fin des trainings, à la fin des sessions de coaching également. Et après, on a quand même mis en place des métriques de succès à l'échelle de l'organisation dans son ensemble, qui nous permettent un peu de piloter l'efficacité. Donc ça va être le delivery on time des initiatives entre ce qui est planifié et ce qui est livré. Ça va être les taux d'adhésion à tout ce qui est message qu'on diffuse à l'ensemble de l'entreprise. Donc sur Slack, tu peux avoir des métriques sur combien ont lu, combien ont réagi, etc. On fait aussi pas mal de sondages post-keynote pour la compréhension. Et après, ça va être beaucoup de qualitatifs. On est très proche des équipes au sein de nos projets et ça nous permet de prendre un pouls en permanence des sujets et des problèmes. Et dernier point que j'ai peut-être oublié, nous, on fait de manière trimestrielle un pulse survey à l'échelle de l'entreprise, et il y a des questions qui sont fortement reliées à notre métier. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir les bons outils à votre disposition pour bien faire votre travail? Est-ce que vous avez accès aux bons modules de learning et development pour pouvoir vous développer dans votre travail? Ces métriques-là, nous, on les regarde et on va regarder leur évolution, et quand on a des projets qui sont reliés à ces métriques-là, on va voir comment elles évoluent. Bonjour. Est-ce que vous avez un design ops ou des design ops? Et du coup, si oui, comment vous bossez avec le design ops? Alors, on a une design ops depuis août. C'est très récent. On a beaucoup travaillé avec la VP Design sur comment définir ce rôle, qui est encore moins précis de Product Ops. La question s'est beaucoup posée, est-ce que le Design Ops devait intégrer le pôle Product Ops ou est-ce qu'il devait rester proche des designers et de la VP Design? On a décidé dans un premier temps que le Design Ops, c'était mieux qu'il soit très proche de la VP Design parce qu'il y a une forte composante dans sa mission qui est de diffuser la culture design dans l'entreprise. Et donc on s'était dit que c'était plus pertinent que pour s'imprégner de la culture design Payfit et pour pouvoir la diffuser derrière, cette personne-là reporte directement à la VP Design chez nous. Du coup, avec Zaliata, on travaille de manière très proche. Elle est dans tous nos rituels, donc en fait c'est comme un membre de l'équipe, c'est juste que hiérarchiquement elle n'est pas dans l'équipe, mais ça on s'en fiche un peu. Et on va, quand on mappe un peu tous les projets qu'on va commencer sur un trimestre, pointer du doigt les projets qu'on va faire en collaboration. Donc c'est vraiment de la même manière qu'on travaille avec des équipes qui ne sont pas dans le département produit. Et on a beaucoup de synchronisation où aussi ponctuellement elle vient nous aider sur certains de nos sujets, notamment quand on va déployer des workshops. Elle vient beaucoup nous aider et nous challenger sur la typologie de workshops les plus pertinents. Et nous, à côté de ça, on va beaucoup l'aider dans la diffusion at scale de ses projets et de ce qu'elle essaye de faire.
Bonjour, je m'appelle Yann, je travaille chez Scaleway. Bravo, merci pour ta présentation, c'était très clair. Juste un petit point, tu disais que les Product Ops sont des programmes managers. Et avec mon camarade Mickaël, on se demandait s'ils interagissaient, au niveau de la synchro qu'ils font entre les différents projets, est-ce qu'ils interagissent uniquement avec les Product Managers ou est-ce qu'ils interagissent aussi avec l'engineering ? Ils interagissent aussi avec l'engineering. Ils vont vraiment interagir avec tous les acteurs autour du programme. Suivant les typologies de programmes, si c'est des programmes qui sont plus business, ça peut arriver. Il y a des programmes qui sont beaucoup plus techniques. Ce n'est pas forcément la même personne qui va être le point de contact dans chacune des équipes au sein de la Triforce. Les Triforce, chez nous, elles vont vraiment se répartir, on va dire, les rôles de point of contact sur leur sujet, suivant les typologies de projet. Et quand on va avoir des programmes qui sont particulièrement techniques, typiquement, on avait un programme sur la mise en place d'un nouvel environnement de test. Donc ça, c'est très technique. C'est principalement des points de contact engineering que le programme manager va avoir. Donc ça dépend vraiment des sujets. Donc c'est un Product Ops qui s'occupe de synchroniser la mise en place d'aider, de fournir les outils et les process pour la mise en place de nouveaux environnements de test pour le dev. Il va coordonner la mise en place des nouveaux environnements. Après, c'est principalement les ingés qui vont s'occuper de la mise en place en soi, mais il va coordonner les efforts pour que tout le monde mette réellement. On a une petite complexité sur la stack PayFit, c'est qu'on a une partie de l'application qui est globale et une partie de l'application qui est locale. Donc tout de suite, ça complexifie les projets, puisque tout ce que tu fais au niveau global, tu dois le répliquer 5 fois dans chacun des pays, localement. Donc il y a toujours un effort de coordination supplémentaire qui est porté par le programme manager et pas par les ingénieurs eux-mêmes, du coup. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question. Vous avez parlé en fait d'une volonté d'alignement et d'autonomie. Je voulais savoir si vous avez explicité en fait les règles d'autonomie, comment ça se passe quand une équipe ne peut pas utiliser un process ou un outil. Et j'en profite pour une deuxième question. Je voulais savoir comment vous travaillez aussi avec les coachs agiles ou les chapters. Est-ce qu'ils étaient intégrés chez vous ou il y avait une espèce de coordination en fait? Okay. Elles vont être un peu liées du coup mes réponses. Autonomie. Alors globalement dans le choix des projets, déjà moi j'ai une règle, c'est-à-dire que si c'est un problème qui est que dans une seule équipe, elle va le gérer en autonomie. Si c'est un problème dans 2 équipes, elles vont le gérer en collaboration. Nous on va intervenir si c'est un problème dans 3 équipes. Du coup chez nous, on a décidé que typiquement la manière dont les équipes géraient les sprints, c'était leur autonomie. Donc chez PayFit, il y a des squads qui sont en Scrum, il y a des squads qui sont juste en Kanban, il y a des squads qui font de l'agile-like. Ça, on ne va pas le standardiser, c'est leur choix. Par contre, on va standardiser les points de contact pour donner de la visibilité sur l'avancement. Et donc pour ça, on a créé ce qu'on appelle les deliverable cards, qui correspondent plus ou moins à des user stories, ça dépend comment les équipes sont organisées, mais ils ont chacun trouvé l'équivalent dans leur organisation, et ils vont connecter de Jira à l'outil de gestion de produits les bonnes correspondances. Et donc c'est cet élément qu'on a standardisé pour donner de la visibilité. Donc là, typiquement, c'est un peu le choix qu'on a fait de laisser l'autonomie de comment on arbitre sur les différents sujets. Pareil, nous, on est principalement un pourvoyeur de moyens. Après, comment les équipes l'utilisent, on ne va pas forcément monitorer derrière. On va diffuser les bonnes pratiques, on va faire des checks sur des choses qui sont importantes, mais après, on va leur laisser aller plus loin si nécessaire. Typiquement, dans la construction des boards Jira, on va leur demander de mettre le premier état comme tout le monde, le dernier état comme tout le monde, parce que sinon, on ne peut pas faire d'analyse de données. Après, s'ils veulent mettre 10 000 états au milieu, c'est leur autonomie. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on n'a pas de coach agile chez PayFit. On n'a pas de Scrum Master. On n'a pas ces profils-là. Donc, ça dépend, suivant les équipes, quelle méthodologie elles ont choisi. Ça va être quelqu'un de la Triforce qui va porter ces casquettes-là.
Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai 2 questions. En fait, vous êtes lié hiérarchiquement au CTO ou au CPO? Et je laisse peut-être répondre à ça. Okay. Moi, je reporte au VP produit. D'accord. Parce que c'était un peu sa volonté d'avoir un pôle Product Ops. Du coup, ça peut donner une fausse image où on travaille que pour les Product Managers, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque moi, je travaille vraiment avec le même niveau de collaboration avec l'ensemble des 3 VP, que ce soit Design, Engineering ou Produit. Mais je reporte au VP Produit. Et à partir de quelle taille de l'équipe produit tu recommanderais commencer à créer ce rôle des Product Ops? C'est une bonne question, on me la pose souvent. C'est toujours trop tard, globalement. Généralement, quand vous vous posez la question de « Ah, est-ce qu'on devrait avoir des Product Ops ?» parce qu'on a beaucoup de problèmes organisationnels, c'est déjà trop tard, il faut vraiment en avoir. Ça dépend à quel point votre organisation a des profils qui aiment ce genre de problématiques. Je sais qu'il y a des équipes qui peuvent aller assez loin parce que les PM, parce que les EM aiment bien ce genre de sujet un peu annexe de leur quotidien et de les traiter et de les déployer. Puis tu vas avoir d'autres organisations où, au contraire, rapidement, ça ne va pas aller. Je dirais que c'est plus les symptômes qui vont donner une idée de quand est-ce qu'il faut commencer à investir dans une équipe Product Ops. Quand on commence à voir que les équipes n'arrivent plus à s'aligner, qu'elles n'arrivent plus à se coordonner, que vous avez des dépendances, mais que globalement, quand les dépendances arrivent toujours trop tard dans les planifications, donc tous les projets sont mis on hold, sont retardés, quand on voit qu'on n'arrive pas à avoir les informations pour, je ne sais pas, faire une présentation semi-annuelle ou annuelle des grands achievements de l'année. Typiquement, quand vous n'arrivez pas à trouver ces informations-là rapidement, ou quand vous avez dans vos organisations pas mal de retours qui sont assez similaires de tous vos players, c'est le bon moment d'investir dans une équipe Product Operations. Mais c'est difficile de répondre, dire à partir de « il faut ». Ça dépend vraiment de votre organisation et je ne saurais pas dire. Merci. Une dernière question rapide, puisqu'on n'a plus qu'une minute. Ok, ça marche. J'avais une question autour de la mise en place des outils. Tu parlais tout à l'heure de la problématique de la data, de l'enjeu de faciliter l'accessibilité à la donnée. Comment ton équipe fait dans ces moments-là? Est-ce que c'est elle qui fait concrètement? Tu parlais aussi de Jira. Est-ce que vous allez configurer le Jira vous-même ou vous faites faire, typiquement par l'IT ou une DSI? Et comment ça se passe si tu as ce genre de dépendance à gérer en fait? Est-ce que toi, finalement, ton next stage, on sent qu'il y en aura un bientôt, c'est pas d'acquérir plus d'autonomie là-dedans et puis finalement de venir un peu hacker la DSI d'une boîte? Alors, ça va dépendre un peu des outils. Malheureusement, Jira a été implémenté chez Payfit avant qu'il y ait des Product Ops. Donc, on ne saura pas, mais vu l'état dans lequel il est, je pense qu'il y aurait mieux valu qu'on le fasse. Là, typiquement, on va adopter Product Board pour la gestion de produits et on va complètement l'implémenter de A à Z. Donc, pas de dépendance avec personne. Pareil, on est en train de revoir l'utilisation de Pendo, si on garde Pendo ou si on change Pendo pour tout ce qui est user guidance sur l'outil. On est en autonomie là-dessus aussi également. Il y a d'autres outils où ce n'est pas notre ownership. Looker, l'outil de DataVis, c'est la data. Pour autant, on a suffisamment de players qui l'utilisent pour établir des bonnes pratiques de notre côté. On va juste les faire revoir à l'équipe data, mais on ne va pas forcément attendre que ça vienne d'eux. On va les établir avec les équipes, et après, on va aller voir la data. Ils vont potentiellement ajuster avec leurs propres guidelines et bonnes pratiques, et après, on va le diffuser aux équipes. L'idée, c'est qu'on va passer un peu outre toutes les dépendances qu'on peut avoir en faisant prise d'initiative, relecture et validation, et après, on applique. Merci. Voilà, je pense qu'il est l'heure. Si merci beaucoup, Marie. Ben, merci à tous.